Alors, ici, on se trouve à Kénécan, à la naissance de la forêt de Kénécan, près du lac du Galédan, à la limite du département des Côtes-d'Armor et du Morbihan. La chasse sur laquelle on va aller, c'est quoi comme chasse? Alors, la chasse sur laquelle on va aller, c'est une chasse qui dépend de la commune de Sainte-Brigitte dans le Morbihan. Elle est située en plein milieu d'une forêt de 3000 hectares. C'est une clairière de 100 hectares dans laquelle un exploitant agricole faisait l'élevage de vaches laitières et donc cultive un petit peu de céréales. D'accord. Donc le type de biotope qu'on rencontre le plus, c'est quoi? C'est de la fougère? Alors donc le type de biotope qu'on rencontre le plus dans ce territoire-là, c'est des prés, des champs, quelques champs cultivables, un peu de landes et des bosquets. Donc ici, c'est quoi? C'est une chasse privée quand même? C'est une chasse privée, oui. Donc tu t'occupes de cette chasse-là, Voilà. et tu accueilles des amis chasseurs également? En fait, j'ai monté cette chasse-là pour faire du dressage des chiens. Et pour pouvoir me permettre de subvenir aux besoins de cette chasse-là. Donc j'ai fait venir des chasseurs et je fais des cours de dressage, de conduite du chien avec des gens qui chassent, quoi. Donc c'est eux qui me sponsorisent un petit peu les lâchers de gibier et donc l'entretien de la chasse. Parce que j'ai fait des bandes de culture à gibier. Il y a 18 bandes de culture à gibier qui font une centaine de mètres sur 20 mètres de large, avec du blé noir et du maïs et puis des légumes. Et dans lesquels donc, les oiseaux qui sont lâchés progressivement, qui deviennent semi-sauvages et sauvages par la suite, peuvent se nourrir naturellement. D'accord. Donc en fait, c'est une finalité ici pour toi, puisque toi tu dresses tes chiens à Calac, Oui. et donc tu les dresses sur les boîtes d'envol, et tu viens faire la finalité ici sur du gibier naturel. Voilà, donc au début je les dresse à Calac avec un procédé au raciment artificiel, avec des boîtes d'envol, et je mets des faisans, même des pigeons donc, dans ces boîtes d'envol, quoi. Et quand les chiens sont arrivés à un certain stade, je les finis dans cette petite chasse à Kénécan. D'accord, très bien. Donc qu'est-ce que tu utilises comme matériel pour dresser tes chiens? Une longe, non? Alors oui, l'élément donc majeur que j'utilise pour dresser mes chiens, c'est un cordeau. Je démarre mes chiens à faire du déborrage au cordeau, puis je fais donc la finition toujours donc de mon dressage avec le cordeau, parce que c'est la façon la plus facile de routiner un chien. Lorsque le chien fait une désobéissance, je me sers toujours du cordeau pour le reprendre à l'obéissance. J'ai choisi ce territoire pour chasser parce que je me sens en toute sécurité, parce que ce sont des chiens souvent qui sont en cours de dressage. Ils peuvent traverser la petite route qui passe au milieu de la chasse. C'est une route empierrée avec plein de nids de poules. Les voitures roulent à 20 km/h. Ils ne risquent pas de se faire bousculer par les voitures. Bon, déjà, de ce côté-là, c'est sécurisant. Ensuite, il n'y a pas de vaches avec leur entourage électrique. Les chiens ne sont à l'abri de cela. Ils ne peuvent pas recevoir des coups de peau saute et des coups de clos 2002. Bon, ben, c'est quand même un atout majeur, hein, parce que quand le jeune chien reçoit cela, il s'imagine que c'est le conducteur ou le dresseur qui lui donne ce coup le courant, quoi. Et puis après donc, on peut aller dans tous les champs, il n'y a pas de maïs, on peut suivre les oiseaux partout, il y a une différence de biotope extraordinaire, il y a des terrains faciles, plats, avec de la culture à gibier que j'ai incrusté dans mon territoire, là. Et puis quand le chien est très motivé, je peux l'emmener dans les bas-fonds où c'est plus difficile, hein, pour leur faire leur apprentissage comme futur bécassier. Et puis de temps en temps, en suivant les perdrix qui plongent dans la vallée, eh bien, je tombe sur une bécasse et le chien, naturellement, se déclare sur la bécasse. Et en fait, ça fait pour ces multitudes de raisons que j'ai choisi ce territoire-là. C'est vrai, quand il y a une route goudronnée qui passe au milieu de la chasse et où le véhicule passe à 90 km/h, bon, c'est vrai que c'est pas le pied, hein. Voilà, là c'est un chien que
que j'ai sélectionné. Je veux l'utiliser comme étalon, comme reproducteur, parce qu'il est d'une part très très joli. C'est un prototype breton. En plus, c'est un chien intelligent, spontané, précoce et malléable au dressage. Il a aussi la chance d'être en dysplasie, il a des hanches parfaites, donc ça c'est quand même des éléments qui sont transmissibles. Et là, donc, le chien arrête et rapporte parfaitement, il patronne parfaitement également aussi. Mais disons qu'il y a un règlement qui est demandé dans les concours nationaux et internationaux. Il faut que le chien obéisse non seulement au respect du départ, au respect du coup de feu et au respect de l'oiseau tombé devant lui. Alors donc, je l'ai un petit peu amadoué là-dessus, quoi, hein. C'est un chien très très obéissant. Mais le dressage, c'est une chose à entretenir. Et comme je vais lâcher le chien qui attend depuis toute la matinée d'être sorti, il est impatient de courir. Et c'est sûr qu'il va essayer de désobéir. Et pour pallier ce problème-là, je lui ai mis un petit cordeau, hein, pour le retenir si le chien bouge lorsque je vais tirer un coup de carabine en l'air. Alors je l'immobilise là, je lui demande le commandement d'immobilité. Chut, attends, je vais tirer. Chut, attends. Ça, c'est pour conséquence de lui mettre les poings sur les i. C'est-à-dire que si le chien bouge, je lui donne un petit coup de fouet sur les fesses pour le remettre dans le droit chemin. Alors maintenant, allez, je le fais courir un petit peu avec le cordeau. C'est en fait le cordeau de 2-3 mètres qui traîne derrière lui. Eh bien, c'est un petit peu comme si j'avais donc mes bras qui étaient rallongés de la longueur du cordeau. C'est-à-dire comme si j'avais des bras de 4 mètres, quoi. Donc il sera automatiquement beaucoup plus obéissant avec le cordeau si le chien, tout en étant dressé, se dévergongne. Et j'utilise la Magnum, et avec la Magnum, eh bien, je peux faire tomber une pièce à 25-30 mètres, quoi. Alors j'utilise cette carabine-là, comment dirais-je, elle est en mauvais état peut-être, bon, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est que je privilège un petit peu le travail du chien par rapport à mon matériel de tir, parce que quand je tire un gibier, que le gibier tombe, j'hésite pas à mettre le fusil par terre pour m'occuper du chien qui rapporte le gibier. La chose la plus importante pour moi, c'est que l'action du travail du chien soit la meilleure possible. Évidemment, j'escadre le matériel, mais moi, tant pis, hein. En fait, tu chasses pas pour toi, tu chasses pour tes chiens. Voilà, en fait, je chasse pour mes chiens, oui. Tout à fait. À moins que, en fin de saison, lors d'un passage de bécasse, eh bien, je peux prendre les chiens qui ont arrêté quelques bécasses pour faire une journée de chasse à la bécasse, et à ce moment, je chasserai pour moi, si on peut dire, quoi. Tiens, allez. Alors, tu vois, le gibier, quand je viens de le lâcher, automatiquement dégage moins d'odeur. C'est beaucoup moins facile pour le chien d'arrêter un gibier qui vient d'être mis, qui vient de se poser, quoi. Alors, je prends en sécurité le cordeau. Si le chien donc accompagne le gibier, eh bien, je puisse le retenir. Allez. Chut. Attends! Alors maintenant, je peux essayer sans le cordeau. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tiré du tout sur le cordeau. D'accord. Et donc j'ai appuyé à la voie. Et du fait qu'il a pas tendu la corde, je vais essayer sans la corde maintenant. Allez!
Le petit copain, tu viens? Il est spontané, c'est un chien qui garde le contact naturellement. C'est vraiment, ça va être un reproducteur pour moi, un raceur pour mon élevage exceptionnel, je pense, hein, j'espère. Là, maintenant, le petit Santal a trouvé la perdrix là-bas. La perdrix est tapie devant le chien. Ouais, elle est devant là. Bon, bah, je vais essayer de le mettre. Elle est 2,50 m devant, droit devant. Oh, bah, je la vois pas. Elle est blottie dans l'herbe. Je ne la vois pas. C'est quand même terrible. Pourtant, généralement, j'ai l'œil, mais là, je ne la vois pas. Le garçon, là où elle est? Ah ouais, d'accord. Très bien, il a bien obéi. Pour appuyer le commandement, je peux tirer un coup de... Il ne bouge pas. Là, c'est l'assouplissement parfait que demande un juge dans un concours national et international. Et c'est un chien qui, je pense, sera champion international. Parce qu'il est en plus très joli à voir courir, c'est un prototype de race. C'est des heures de travail, ça, Patrick? C'est des heures de travail. C'est vraiment un plaisir de sortir des chiens comme ça, quoi. Je dis que c'est un chien qui a un caractère exceptionnel parce que faut reconnaître que ce que je lui demande, c'est vraiment artificiel, c'est vraiment contre nature. Et il exécute les commandements et puis il reste gai. Il y a des chiens où on les dresse et puis ils boudent. Et ça, c'est vraiment ça, c'est ce caractère-là est vraiment très transmissible dans la descendance. Non, là, je vais avoir il va me faire des chiots exceptionnels, ce petit chien. C'est un métier de passionné, ce que tu fais. Ah bah tout à fait, hein, tout à fait. Et puis donc pour arriver à bien sélectionner les chiens, il faut se mettre dans la peau de chaque chien et il faut essayer d'être le plus logique possible. Là, maintenant, je vais relancer le petit chien, hein, parce que là, franchement, je vais le frustrer, hein, le petit copain. Et alors là, du fait qu'il a obéi 2 fois, la 3e fois, s'il arrête bien, je vais le récompenser avec un tir. Hein, le petit chien, d'accord? Si tu l'arrêtes bien, je te tire. Allez! Alors le petit Santal, là, si il arrive à me trouver l'oiseau là pour la 3e fois, je vais le récompenser. Enfin, je vais essayer de le récompenser. Le petit Santal, t'as trouvé? Voyons. Voyons. Un gentil chien. Ah là, il s'est un peu énervé, là, il aurait fallu qu'il... Attends! Ce qui est dur, c'est quand le chien voit l'oiseau tomber par terre et l'oiseau qui se débat, de le maintenir encore. C'est vraiment contre nature. Hein. Je le laisse pendant 10, 15, 20 secondes, immobile, puis je vais lui demander de rapporter. Ah oui, c'est un petit bijou chien là. Allez, à part. Oh, le petit chien, viens le copain, viens, tu es gentil là, tu es gentil. Chut, tu es gentil, tu es gentil. Alors pour que le chien prenne vraiment bien son plaisir, il faut éviter quand même de se ruer sur l'oiseau lorsque le chien vous rapporte l'oiseau. À la limite, vous vous promenez avec le chien qui a le gibet dans la gueule, viens en le flattant, mon petit chien, c'est bien, voilà, apporte, viens, tu es très gentil, c'est bien. Et à ce moment-là, assis, tiens, assieds-toi, mon chien. À ce moment-là, donc, si vous faites ça régulièrement au début de la carrière du chien, eh bien, le chien a la dent beaucoup plus douce après. Chut. Ah, et vous rapporte bien plus volontiers.
Quand on lui arrache le gibier de la gueule systématiquement quand il arrive à proximité du maître, évidemment c'est à ce moment-là que le chien a tendance à donner des coups de croc pour profiter pleinement de l'oiseau qu'il a rapporté. En fait, c'est une question de logique encore une fois. Et le petit copain, c'est bien... Voilà. Faut être drôlement psychologue avec les Ah oui, de toute façon, lorsque vous êtes psychologue avec un chien et quand vous connaissez bien votre chien, quand vous allez au fond de lui-même, il vous le rend bien. Et puis il y a des sensations que vous ne trouvez pas autrement. Attends! 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 Alors le petit chien, je vais lui demander je vais lui donner le commandement du rapport. Hein. Allez, rapport! Coup de nez, très bon coup de nez. C'est parfait. Un peu précipité. C'est bien, c'est bien. C'est bien, les chiens, viens. Santal, viens. Santal, t'es gentil, mon petit. T'es gentil, mon chien. T'es gentil, là, si. Il adore la récompense du rapport. Hé, tu la prends, hein? Tu la prends. Alors, il y a une technique qui est infaillible. Ah, les petits chiens, chut, assis. Le chien a la délicatesse de ne pas mordre mes doigts. Je lui mets mes doigts dans la gueule. Il mordra pas mes doigts. Vraiment, c'est un chien qui a toutes des qualités. Tiens. C'est une satisfaction pour un dresseur. Ah bah oui, trouver un élément comme ça dans son élevage. Je lui cherche des défauts. Je vais bien lui en trouver à force de me creuser la tête. Mais s'il a un défaut ou deux, il sera étouffé par sa multitude de qualités. Eh les petits, tu es gentil. Alors souvent j'entends dire, donc, monsieur Morin, vous savez, j'ai chassé avec un champion de travail. Mon chien de chasse pratique, il a fait jeu égal avec le champion de travail. Le problème, c'est que son chien de chasse pratique, s'il avait été dressé à la perfection, il aurait été à 60% de ses capacités et il n'aurait pas pu rivaliser avec le champion de travail avec lequel il a chassé. Et bon, c'est vrai qu'ils sont contents de faire jeu égal avec des champions de travail, mais plus on dresse un chien, plus on a tendance à le dépersonnaliser. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chiens qui acceptent qu'on les dresse à la perfection et qu'on obtienne l'obéissance parfaite. Il n'y a pas beaucoup de chiens qui acceptent ça. Et celui-ci, vraiment, il accepte ça avec plaisir et il reste gai. Et ça, c'est vraiment, ça va se transmettre. Allez, petit, c'est bien, t'es gentil, hein, vraiment gentil chien. Tiens, là, je prends Riboul. Petit Riboul. Oh, mais c'est un chien de chasse pratique hein, qui est mignon comme tout. Chut, Riboul. Il n'a pas l'opportunisme de le suivre. Il n'arrive pas à analyser les choses parce que comme je l'ai mis au maintien d'arrêt et au patron,
eh bien, il s'imagine que quand il sent d'émanation, bah, c'est bien d'arrêter, et puis il ne fait pas l'effort de faire face à la vérité et couler sur le gibier pour éventuellement le faire voler pour que son conducteur puisse tirer le gibier. Mais ça, c'est un réglage qui va se faire à la chasse. Alors, pour arriver à un résultat plus rapide, je peux utiliser la jalousie d'un autre chien. Je vais sortir carrément un autre chien, et comme ça, le chien va avancer plus rapidement. Allez, le petit riboule. Allez, je vais prendre un autre chien, il va rester à l'arrêt. Ah, voilà. Alors, comme il est jaloux, comme il a peur que son copain trouve le gibier, il ose avancer. Là, il reprend l'émanation, là, c'est joli, très bon coup de nez. Peut-être qu'il va être là. Vous avancez les enfants. Ça, c'est un gibier piétard. Hein. Chut, voilà, c'est bien fait. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Tu riboule, tu avances. Un petit riboule. Tu avances. Ah, ils ont beaucoup plus d'audace à deux. Hein. Vous avancez les enfants. Ah, il faut nous le montrer. Hein. Il faut nous le montrer. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est bien. On avance les enfants. Tranquille. Voilà. Faut pas s'énerver. Tout doucement, c'est bien. Allez. Allez. Les enfants. Bienvenue en arrière. Donc Patrick, on se trouve où là? Nous nous trouvons au centre de la volière à l'anglaise, qui est finalement un champ en friche dans lequel il y a un biotope naturel avec des arbustes, des fougères, des ronces. Et donc cette volière-là fait 1,5 hectare. Elle n'est pas couverte, c'est un grillage de 1,50 m, 2 mètres de haut qui l'entoure avec une protection extérieure électrique pour empêcher les nuisibles de rentrer dedans. Et là, nous avons un abri ici qui va être couvert, dans lequel on va mettre des oiseaux, une cinquantaine d'oiseaux pendant 15 jours. Eh bien, ils vont savoir où ils peuvent manger et ils vont être appelés par leurs copains qui sont à l'intérieur. Et donc, progressivement, ils s'habitueront à une vie semi-naturelle et ils deviendront très rapidement sauvages tout en étant à l'abri. Ils ne sont pas dérangés par les nuisibles. D'accord, parce que vous avez beaucoup de nuisibles ici? Là, il y a sur 100 hectares, il y a à peu près 10 à 15 renards et bon, un peu de sauvagine et puis quelques buses, quoi. Donc il faut que les oiseaux apprennent à se défendre des conditions naturelles. Il faut qu'ils apprennent à s'abriter parce que l'oiseau qui se mouille est très vulnérable. Donc à ce moment-là, pendant les quelques premiers jours, c'est vrai, donc l'équilibre naturel va se faire. Et progressivement, ils vont sortir de cette volière-là et ils seront beaucoup moins vulnérables par les nuisibles à l'extérieur. Et je compte sur cette volière-là pour qu'il y ait des couvées qui se fassent, des couvées de faisans. Je mettrai des perdrix rouges aussi. Je pense qu'à l'intérieur, il y aura des couvées, donc ils seront tranquilles à l'intérieur. Et progressivement, les oiseaux, alors ceux-là, ce seront vraiment des oiseaux naturels, se déplaceront parce qu'il leur faudra un espace vital. Et je pense repeupler ma chasse en gibier naturel de cette façon-là. Donc Patrick, on a pu voir tes chiens à l'œuvre dans ce paradis terrestre. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux gens pour l'avenir du petit gibier? Eh bien, je pense que l'idéal, ce serait d'essayer de réintégrer du gibier donc, qui devienne naturel par l'intermédiaire de ce système de volière à l'anglaise qu'on a été voir tout à l'heure. Là. Et je pense que là, ça donnait déjà des bons résultats. Et je pense que dans toutes les sociétés, ils devraient essayer d'en faire une. Et voilà l'avenir de la chasse du petit gibier. Et je pense que ce sera par l'intermédiaire de ces volières à l'anglaise là qu'on la verra. En les protégeant des prédateurs. Tout à fait.